Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à l'émission L'Atelier Vision. Aujourd'hui, notre chroniqueuse invitée sera Sabrina Méthode et elle viendra nous parler de son monocycle. Alors Sabrina, comment as-tu commencé le monocycle? Ben, moi, dans le fond, ça a commencé il y a 8 ans. C'était un projet de cirque au primaire qu'on devait faire pour notre fin d'année. On avait le choix entre beaucoup d'éléments de cirque, comme le trapèze, le cylindre et la trampoline, des choses comme ça. Donc moi, j'ai choisi le monocycle et la jonglerie. Depuis ce temps-là, j'ai jamais vraiment arrêté d'en faire. Et c'est ça, depuis ce temps-là. Ah, c'est intéressant. Mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail? Oui, dans le fond, le monocycle, vous avez sûrement vu ça pour la première fois dans les cirques. Sinon, depuis quelques années, c'est commence à être vraiment plus répandu dans les banlieues, surtout chez les jeunes. Sinon, un monocycle, c'est composé, comme on peut le voir, d'un pédalier, d'une roue et d'une selle. La selle est faite beaucoup plus longue vers l'avant que les vélos. Ça permet un meilleur maintien pour quand on embarque dessus et sinon, surtout pour les trucs et les sauts, comme les 180 ou les choses comme ça. Un monocycle, tu ne peux pas vraiment aller vite avec. Il n'y a pas de chaîne comme les vélos. Donc, si tu arrêtes d'avancer, si tu arrêtes de pédaler, le monocycle n'avance pas. Toi non plus. Donc, aussi, ça aide, le fait qu'il n'y ait pas de chaîne, ça aide pour le freinage, pour les trucs. Parce qu'il n'y a pas de frein, fait que si tu as une chaîne, tu peux juste pas freiner. Je pense que c'est pas mal ça. Et ça existe depuis quand, le monocycle? Un monocycle, ça a été inventé dans le début du 19e siècle. C'était en Europe, en fait. Ça a commencé, ça part que du monde essayait toujours de faire du freinage sur leur roue arrière de vélo. Depuis ce temps-là, après ce temps-là, ils ont comme juste décidé de faire un vélo à une roue. Après, ça a été incorporé dans les cirques. J'ai lu aussi que dans les cirques, la première fois qu'il y a eu un monocycle, c'était comme un vélo coupé en deux. Donc, je ne sais pas trop comment ça marchait, mais c'est ça, depuis ce temps-là que ça dure. Puis, est-ce que tu te considères experte en monocycle? Moi, non, pas vraiment, parce que je passe pas vraiment le temps qu'il faudrait dessus pour être experte. Il faut vraiment, vraiment beaucoup de temps, le monocycle, pour pouvoir le maîtriser, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'équilibre. C'est un travail vraiment difficile pour le dos. Les experts, eux autres, ils en font depuis des années, puis ils en font tous les jours. Moi, j'en fais pas tous les jours. Je me considère pas comme une passionnée. Oui, j'aime ça en faire, mais c'est plus un loisir que d'autres choses. Mais c'est sûr que je pourrais en montrer à certains, mais je suis pas vraiment une experte. Je peux pas faire des sauts sur des tables de pique-nique ou des choses comme ça. Oui, puis tu dis des sauts sur les tables de pique-nique, tu veux dire qu'il y a des gens qui font vraiment ça? Oui. Tu pars de la terre, tu sautes sur la table. Tu peux sauter sur le banc puis ressauter à terre. Il y en a qui peuvent sauter comme 1,5 mètre de haut. Moi aussi, j'en reviens pas quand je les vois, là. Mais oui, c'est vraiment impressionnant à voir, surtout quand tu sais comment c'est difficile à faire. Puis, est-ce qu'il y a d'autres trucs à part les sauts? Oui, il y a vraiment beaucoup de trucs en monocycle qu'on peut faire. C'est sûr que c'est compliqué, mais un des trucs que j'apprécie bien, c'est le wheel walking. Dans le fond, ça consiste à ne pas avancer avec le pédalier. C'est avec la roue ici. On met nos pieds sur la roue puis on fait avancer comme ça. Ça prend vraiment beaucoup d'équilibre. Sinon, on peut faire toutes sortes de sauts. 360, 180, on peut même sauter à la corde à danser. Sinon, on peut même jongler en monocycle. Ça, c'est vraiment les experts. Sinon, on peut vraiment faire du parcours en monocycle. On peut presque tout faire comme du vélo de montagne. Mais il faut vraiment, vraiment beaucoup d'équilibre et d'expérience. Ah, bien, dans le fond. Puis, rapidement, est-ce qu'il y a des compétitions de monocycle? Oui, dans le fond, il y a beaucoup de compétitions organisées par des organismes internationaux de monocycle à tous les 2 ans, des championnats du monde. C'est ça. Bien, c'est intéressant, mais c'est déjà tout le temps que nous avions pour cette chronique. Merci, Sabrina, d'avoir pris le temps de nous montrer ton monocycle. Puis, restez des nôtres. Après la pause, Marie-Lou Fournel-Laberge vient nous parler de son limonadier.
Bonjour et bienvenue à l'émission La Télévision. Je suis Sabrina, votre animatrice pour les prochaines minutes. Et aujourd'hui, au programme, on reçoit notre chroniqueuse Marie-Lou qui vient nous parler de son objet, le limonadier. Bon, Marie-Lou, qu'est-ce que tu nous présentes comme objet aujourd'hui exactement? Donc, aujourd'hui, moi, je vous présente un limonadier. Donc, c'est le petit objet que je tiens dans mes mains en ce moment. Donc, on appelle ça aussi un ouvre-bouteille, un tire-bouchon, mais c'est les grands maîtres d'hôtel, les sommeliers, puis tout ça qui appellent ça un limonadier. OK. Ça provient d'où, ce mot-là, le limonadier? En fait, le mot limonadier, ça provient des vendeurs de limonade. Donc, dans le temps, on les appelait des limonadiers. Puis, pour ouvrir leur bouteille de limonade, il y avait besoin d'un décapsuleur. Donc là, ils utilisaient des limonadiers avec un décapsuleur intégré. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un limonadier. Peux-tu nous situer dans le contexte historique de l'objet? Donc, ça a été inventé par les Anglais, le limonadier. Puis, le premier brevet a été mis en 1795 environ. Puis, c'est ça. Donc, il y a eu environ 300 brevets différents parce que il y a eu une vraiment belle évolution dans le limonadier. OK. De quoi se composait un limonadier? OK. Donc, premièrement, ça, c'est mon limonadier au complet. Donc, quand j'ouvre cette petite partie ici, on appelle ça la lame. Après ça, je la referme. Puis là, après ça, j'ouvre ici. Donc, ici, ça s'appelle le levier. Donc, c'est un levier à deux niveaux parce que j'ai ce niveau-ci et ce niveau-là. Après ça, j'ouvre la partie ici. Donc, ça, c'est la vrille. Puis ça, c'est la vrille qui va rentrer dans le bouchon de liège. Ça, quand je tiens ici, on appelle ça le manche. Puis, puis juste la partie ici, on appelle ça le décapsuleur. Donc, ça sert à ouvrir les bouteilles de bière comme les Heineken ou les Corona. All right. Peux-tu nous faire la démonstration de l'ouverture de bouteilles de vin? Oui, pas de problème. Donc, ici, j'ai ma bouteille de vin. Donc, quand on travaille en restauration, on s'assure de toujours, quand on ouvre la bouteille de vin, de toujours présenter l'étiquette devant le client. Donc là, maintenant, je vous la présente devant vous. Puis, pour commencer, on ouvre la lame de notre limonadier, puis on va ici en dessous du collet. Donc ici, ça s'appelle un collet. Puis, on ouvre avec la lame, on déchire le papier, puis on y va par en arrière aussi. Donc, comme ça. Après ça, on va faire une fente devant la bouteille de vin. Puis, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment tout percer le collet. Puis, après ça, on va avec notre lame en dessous du collet. Puis, on enlève ça. Donc, après ça, on referme la lame. Puis, on ouvre la vrille. Donc là, la vrille, qu'est-ce qui est bien important, c'est de la planter au centre de la bouteille. Donc, vraiment, je vais le planter dans le centre. Donc là, je le plante dans le centre, puis après ça, on va tourner. Donc, c'est bien important que ça soit droit. Puis, donc, c'est ça. Puis après ça, qu'est-ce qu'on veut, c'est qu'on rentre environ jusqu'à peu près la dernière vrille. Mais ça dépend de chaque bouteille de vin. Il ne faut pas aller trop loin pour pas que ça tombe dedans. Non, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut, c'est pas percer le bouchon de liège, parce que là, on peut avoir des résidus dans la bouteille de vin, puis c'est pas bon. Donc là, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai déjà tourné ma bouteille de vin, ce qui était pas bon. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va monter le levier, juste ici. Puis là, j'ai des petits problèmes. Donc, c'est ça. On va sortir le bouchon comme ceci. Puis après ça, on va monter à notre deuxième levier. Oui, dans le fond, ça va être tout pour aujourd'hui. C'est bon. Merci Marie d'avoir été là et à la semaine prochaine, l'émission prochaine, on reçoit Olivier qui vient nous parler de sa lampe à lave.
Bonjour et bienvenue à La Télévision. Ici votre animatrice Marie-Lou Fournet-Laberge en direct des studios de la Cité collégiale. Aujourd'hui, je reçois notre chroniqueur de la Gaspésie, Olivier Duchesne, qui nous fera la démonstration d'une lampe à lave, aussi appelée une lave à lampe. Donc bonjour Olivier. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, excellent. Donc, d'où provient ce type de lampe? Ça provient de l'Angleterre. C'est un inventeur qui s'appelle Edward Calker Broken qui a inventé ça. Qui a un long nom. Très, très, très long nom. Au début, c'était une Astrolight, comment que ça s'appelait. Ensuite de ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rechangé le nom parce qu'il l'a exposé dans un salon professionnel à Bruxelles en 60. OK. Ensuite de ça, il y a un entrepreneur qui l'a vu, qui a dit « Wow, j'aime bien ça, c'est full beau ». Et puis, quand ils l'ont breveté, qu'ils l'ont mis sur le marché, ils ont changé le nom. Ça a été mis sur le marché en 65 à peu près. Ça a vraiment connu une grosse cote de popularité au niveau du public. En 70, quand la passe hippie est rentrée dans nos maisons, avec les pissenlits et tout. Et puis, c'est ça pour le petit historique de la lampe. Parfait. Donc, pourquoi on appelle cette lampe-là une lampe à lave? Mais c'est comme, vous voyez que ça fait une espèce d'effet de lave de volcan parce que la cire de couleur est fondue par la chaleur, elle se pointe dans un petit liquide bien cute. Donc, c'est une espèce de petit effet charmant. Puis, comment cette illusion de lave est créée? C'est qu'à la base, tu as la base ici avec une ampoule. On peut retirer dans le fond les trois compartiments. On a une ampoule ici qui fait de la chaleur. Cette chaleur-là va dans le fond réchauffer le bloc de cire qui est déposé en bas du tube. À force de se faire chauffer, ça va devenir comme tout mou, tout gélatineux. Ça va se transformer en petites bulles, ça va se promener dans le liquide jusqu'à temps que la lumière s'éteigne. Là, si on ferme la lampe, les bulles vont redescendre, la cire va se recompacter, puis ça va attendre à la prochaine utilisation. Okay. Puis, pour quel type d'éclairage utilise-t-on cette lampe-là? C'est un éclairage qui est beaucoup plus au niveau esthétique et décoratif. On ne prendra pas ça pour éclairer un studio, on s'entend, c'est vraiment pas super fort. C'est quelque chose aussi qu'on va acheter seulement pour mettre une petite touche de urbain ou de fashion dans notre pièce. Je ne conseille pas ça pour des grandes pièces, surtout des petites chambres d'enfants, des choses comme ça peut être amusant. Non, c'est ça, les enfants adorent ça, Ouais, des lampes comme ça. Moi, je sais que j'aimais ça quand j'étais petite. C'est justement celle de ma sœur, donc j'y ai pris à cachette. Parfait. Puis, retrouve-t-on la lampe à lave dans beaucoup de foyers de nos jours? Quand même, étrangement, parce que c'est moins présent qu'en 70, évidemment. Par contre, ça reste quand même présent dans les maisons parce que les gens, comme je disais tantôt, ils s'en servent pour la décoration, pour l'esthétisme d'une pièce. Ou bien ceux-là qui sont sujets à des substances illicites ou illégales vont ça prendre la lave-lampe pour s'emmener dans un autre monde ou faire un petit voyage bien amusant. Je comprends. Donc, parfait. Puis, y a-t-il des conditions au niveau de l'utilisation, de l'entretien? Ce qui est spécial avec cette lampe-là, c'est que tu passes même une petite gainée mouillée pour enlever la poussière. C'est pas compliqué. Une lampe de très basse intensité. Il faut éviter de le mettre devant une fenêtre avec du soleil parce que la cire va perdre sa couleur. Ça va devenir comme blanc terne, ça sera plus beau, il n'y aura plus un effet de couleur. Et ensuite de ça, il faut ne pas la brasser parce que la cire va se coller aux parois puis ça va avoir l'air d'un sang dalmatien. On essaye de ne pas la brasser. Donc, puis il faut aussi que le fil ne soit pas pendouillant sur le bord d'une table pour que ça va sa tête dans l'enfant ou c'est à la base des choses. Bonne idée. Puis, est-ce que ça se fait en différentes couleurs? Évidemment, oui, il y a plusieurs couleurs. Celle-ci est verte et jaune, mais il y en a des blanches et rouges, il y en a des bleus, il y en a des mauves, il y en a de toutes les couleurs, aussi de toutes les formes, parce que ça, c'est une espèce de petit ovale bizarre, un peu comme fusée. Mais il y en a aussi qui sont un peu plus comme carrés, donc on peut avoir différents motifs. Puis il y en a même qui ont des objets, des petits poissons pour les enfants. Donc, il y a plusieurs modèles. C'est vraiment extrêmement beau. Parfait, mais c'est vraiment une belle démonstration. Excellent. Bien aimé ça. Donc, vraiment, la couleur, ça très va beau, très bien. Ouais. Moi, j'aurais ça dans ma chambre à coucher. Ah ouais? Vraiment beaucoup. Good. Donc, c'est déjà tout pour notre émission d'aujourd'hui. Merci à Olivier Duchesne de nous avoir fait la présentation de sa lampe à lave. Donc, la semaine prochaine, je reçois Véronique Vigonès qui nous fera une démonstration d'une poupée russe. Donc, merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.
bonjour et bienvenue à notre émission de la télévision édition 2012. Je suis Olivier Duchesne, votre animateur pour aujourd'hui. Je reçois notre chroniqueuse Véronique Bigonès qui nous parlait des matrioshkas, mieux connue sous le nom de poupées russes. Bonjour Véronique. Bonjour. Excellent. Donc, peux-tu m'expliquer l'origine des poupées russes? Oui, en fait, l'origine des poupées russes, là, comme tu l'as dit, il y a le nom matrioshka et ça peut être appelé aussi poupée gigogne. OK. Alors, normalement, ça peut aller de 10 pièces de poupées séparément ou 3 pièces. L'origine, en fait, il y a 2 théories qui peuvent expliquer l'origine des poupées russes dans le monde. La première théorie, bien évidemment, c'est concernant la Russie. Des artisans russes créaient ces petites poupées pour symboliser la mère patrie un peu et la famille. À chaque naissance, on créait en fait une poupée russe pour la nouvelle naissance et ainsi de suite. C'est pour ça que ça peut aller jusqu'à 10 ou 3. Alors, ça explique un peu l'origine pour la Russie, mais il y a la deuxième théorie qui dit que ça peut découler de l'origine du dieu Fukurum. C'est un dieu japonais qui, lui, utilisait des petites pièces de bois comme celle-ci. Et ces pièces-là, en fait, représentaient une mère fertile et étaient données à chaque femme japonaise qui était enceinte. Pas si pire. Puis comment ça se fait que ces poupées-là ont marqué l'histoire? Bien, en fait, c'est sûr que quand les gens ils voyagent, ils aiment bien apporter des poupées russes comme ça ici en souvenir. Fait que ça a été un peu le moment fort, là, parce qu'en 1900, à Paris, il y avait une exposition universelle, puis c'est là l'apparition des poupées russes. C'est à ce moment-là que les poupées russes ont monté en grade dans le monde, là, dans n'importe quelle société. Ils ont appris, en fait, à évoluer selon différentes cultures. Et c'est ce qui fait que c'est un art assez diversifié aujourd'hui. Puis comment est-ce que les poupées russes ont pu comme évoluer dans notre temps? Bien, en fait, l'évolution, c'est sûr qu'à la fabrication, on peut changer. Ici, c'est vraiment, comme vous pouvez voir, du bois, du tilleul ou du bouleau. Puis, c'est façonné à la main, mais certains, aujourd'hui, ont des techniques plus normalisées et informatiques. On peut s'entendre avec l'évolution des technologies. C'est sûr. Mais ça reste un art quand même, puis ça a pu évoluer, là. Puis ça dépasse de loin la poupée Barbie parce que les adultes peuvent jouer avec quand même et l'utiliser comme décoration, puis ça peut aussi être très éducatif pour des enfants. C'est comme les vieilles Barbie, dans le fond. Oui, c'est comme les premières Barbie de ce monde. Écoute, puis c'est quoi leur statut dans notre monde aujourd'hui? Bien, comme je vous l'ai dit plus tôt, le statut de la poupée russe en Russie, c'est symbolique de la mère patrie, qui est la femme fertile. C'est sûr qu'ailleurs dans le monde, ça peut représenter plusieurs choses, plusieurs autres contextes, étant donné qu'on peut changer l'apparence des poupées russes. Il n'y a pas simplement avoir l'effigie d'une paysanne, comme vous pouvez voir ici, là. C'est vraiment comme d'origine russe, mais on peut avoir aussi des experts comme on a une poupée russe qui est de Steve Jobs, le producteur d'Apple, qui est maintenant décédé. C'est malheureusement tout le temps qu'on a, ma belle Véronique. Désolé pour te couper. Ah, c'est bon. Mais merci beaucoup de nous avoir introduits au matrioshka. C'était vraiment très intéressant. J'en ai appris beaucoup aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, revenez-nous à l'émission à la télévision édition 2012. Nous recevrons Sarah Massitoin qui nous parlera de la HD-Cam HD, une caméra qu'elle utilise très souvent. Merci beaucoup.
Bonjour et bienvenue à notre 5e chronique de l'édition de la télévision édition 2012. Mon nom est Véronique Bigonès et je suis en présence aujourd'hui de la chroniqueuse Sarah Massitoin qui nous en apprendra beaucoup sur l'utilisation créative de la Handycam HD, une caméra très facile d'utilisation. Sarah, bonjour. Allô? Ça va bien? Oui. Oui, en fait, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus, là, de la compagnie qui fabrique cette caméra-là? Oui, la Handycam que je présente aujourd'hui, la HDR CX110, oui, elle a été créée par la compagnie Sony. Faire un petit historique de la compagnie Sony, en fait, elle a vu le jour en 1946, puis c'est un Japonais, Masaru Ibuka, qui a fondé la compagnie Sony. Quand la compagnie Sony a débuté, elle travaillait seulement à la réparation d'équipements électroniques. Puis plus les années ont passé, plus Sony a agrandi ses centres d'action. Quand on pense à Sony aujourd'hui, on peut penser à musique, jeux vidéo, électronique, cinéma également. Alors, comme tu dis, la compagnie Sony n'arrête pas de grandir, mais est-ce qu'il prévoit en fait améliorer cette caméra-là, la Handycam? Oui, bien, Sony a toujours des projets d'agrandissement, malgré les mésaventures qui sont passées. Quand on pense, il y a quelques années, la faille qui a créé une explosion dans les données des utilisateurs, ou encore l'incendie qu'il y a eu qui a brûlé une plateforme de la compagnie Sony. Sony, si on retourne à l'an passé, a annoncé un agrandissement de la plateforme Network. Puis, il travaille également en partenariat avec plusieurs compagnies pour travailler des écrans LED à petit et moyen format. Et également, sont en partenariat avec Panasonic pour créer des écrans OLED, qui sont des écrans à diode électroluminescent organique. Donc, on a bien hâte de voir ce que Sony nous réserve. C'est vrai que cette compagnie-là s'agrandit assez rapidement. Mais est-ce que tu peux, la caméra que tu nous présentes aujourd'hui, est-ce qu'en fait, il y a des avantages ou il y a des avantages à l'utiliser? Oui, en fait, la caméra que je présente aujourd'hui, c'est une caméra commerciale. Donc, il y a une lentille de 1/4 de pouce, donc c'est une caméra commerciale, 3,1 mégapixels. Il y a une batterie rechargeable micro intégrée. Puis, les avantages, en fait, de cette caméra-là, que moi, selon moi, elle est très petite, elle est très facile d'utilisation. On peut la traîner partout, donc ça nous permet d'être très discret. La surface tactile également rend l'utilisation vraiment très simple, donc ouvert un peu au grand public. Et cependant, les désavantages, oui, elle a une belle qualité d'image, mais ce n'est pas la meilleure qu'on a eue. Et sinon, elle a de la difficulté aussi à capter les sources de lumière, donc le soleil en particulier, c'est assez difficile. Avec ces explications-là, êtes-vous prête à dire, en fait, que ça vaut la peine de l'acheter? Oui, en fait, ça dépend de l'utilisation qu'on veut en faire. Si on s'en sert simplement à la maison, tourner des petites vidéos dans son salon, c'est une excellente caméra, elle est très facile d'utilisation, donc vraiment pour le grand public. Si tu veux faire des films plus professionnels, c'est peut-être moins recommandé. Ouais. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu fais de l'utilisation de cette caméra-là? Moi, en fait, c'est un peu n'importe quoi. Je fais juste filmer. Plutôt les parties de famille et tout ça, là? Oui, avoir des bons petits projets, oui. OK. C'est quand même le fun d'avoir une facilité de création avec une caméra comme ça. Oui. Sarah, merci pour cet atelier de démonstration. La chronique, en fait, nous en a appris beaucoup sur la caméra et les utilisations. Alors, j'aimerais vous dire merci à l'équipe technique. Et la semaine prochaine, nous allons recevoir Annie Dumont qui nous présentera la tablette Samsung. Alors, soyez des nôtres.
Bonjour et bienvenue à une autre émission de La Télévision, édition 2012. Ici votre animatrice Sarah Mastoin et aujourd'hui à l'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Annie Dumont qui nous parlera de la nouvelle tablette de Samsung, le Samsung Galaxy 10.1. Bonjour Annie. Bonjour Sarah. Vous allez bien? Ça va bien, merci vous. Oui. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des spécifications physiques de la tablette Samsung Galaxy 2 10.1? Certainement. Écoutez bien, elle s'appelle 10.1 parce que c'est la taille de son écran, mais c'est aussi sa largeur. Donc 10.1 pouces par 6.9 pouces de haut et un tiers de pouce d'épaisseur. Donc c'est pas très épais. C'est également assez léger, c'est 581 grammes approximativement. C'est les spécifications sur le site du modèle. Donc, c'est un fini touchscreen, donc Gorilla Glass, que ça s'appelle. Ça a un angle de rotation de 180 degrés, donc on peut vraiment la tourner dans tous les sens, puis ça finit par changer de bord. C'est merveilleux. Ensuite de ça, il y a différents finis également là, pour ce qui est de la couleur. Ici, c'est titane argenté, mais c'est possible de l'avoir également en noir. Pour la résolution, c'est 149 pixels par pouce. Donc, c'est quand même une très bonne résolution. Et pour les spécifications un peu plus techniques? Un petit peu plus technique, écoutez, cette version-ci que j'ai dans les mains, c'est une mémoire de 16 gigaoctets. Je sais aussi qu'ils en font de 32, mais si 16 vous convient, vous pouvez aussi ajouter de la mémoire avec la fente à carte micro SD qui est ici, donc pour rajouter de la mémoire justement. Il y a un processeur dual-core de Texas Instruments de 1 GHz. Donc, c'est quand même très intéressant là, pour une petite tablette. Et la batterie qui est intégrée également a une durée de 7000 mAh. Donc, ça dure quand même assez longtemps. Il y a une caméra HD également à l'avant et à l'arrière. Donc, la caméra est de 3 mégapixels avec un zoom numérique. Oui. Est-ce qu'il y a des possibilités, en fait, pour se connecter à Internet? Oui, oui. La tablette reçoit directement le signal. Bon, malheureusement, ici, on n'en voit pas, donc on ne peut pas se connecter. Mais oui, donc, ça va directement là, nous afficher la liste des réseaux connexions, disponibles. des réseaux sans fil, de toute évidence. Et quels sont les avantages de la tablette Galaxy 10.1? Écoutez, comme elle est très légère et très compacte, c'est facile de la transporter partout avec soi, donc en voyage, dans le train, en autobus, un peu partout. C'est bien intéressant de l'avoir avec soi. Puis ensuite de ça, bien, écoutez, on peut faire plein de choses. On peut lire des livres sur la tablette, on peut jouer à des jeux, on peut télécharger des applications, aller sur Internet, comme mentionné, donc vérifier ses courriels, plein de choses comme ça. Et les désavantages un peu de la tablette? Écoutez, elle se désactive, elle se décharge, excusez-moi, quand même quand elle est en mode veille. Donc, ça vide la batterie un peu plus vite, ce qui est quand même dommage. Puis ensuite de ça, une fois qu'elle est branchée pour la recharger, on ne peut pas l'utiliser en même temps. Donc, ça, c'est un petit peu plate. C'est sûr aussi que vu que c'est un fini touchscreen, si on ne touche pas exactement où on devrait sur l'écran, à ce moment-là, ça n'enregistrera pas bien notre toucher, donc on peut faire des erreurs comme ça. OK, mais elle a quand même une grande capacité. Oui, oui, c'est quand même très, très intéressant ce qui est possible de faire avec la tablette. J'ai oublié de mentionner aussi tantôt le système d'exploitation. C'est le système d'exploitation Ice Cream Sandwich Cap d'Android. Parfait, intéressant. Donc, merci beaucoup, Annie. La semaine prochaine à l'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Alex Gagnon qui nous parlera d'une pochette d'album assez particulière, celle de l'album 10,000 Days du groupe Tool. Donc, à la semaine prochaine.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Atelier Vision. Merci d'être à nouveau des nôtres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en studio Alex Gagnon. Donc, la chronique d'Alex aujourd'hui porte sur une pochette de CD qu'il affectionne particulièrement. Bonjour Alex. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Ça va bien, merci. Donc, peux-tu nous présenter un peu ton objet? Oui. En fait, mon objet, c'est un album du groupe Tool qui s'appelle 10,000 Days, qui est sorti en 2006 sur le label Volcano. Intéressant. Puis, c'est quoi les particularités? Avant de nous parler un petit peu des particularités, en fait, j'aimerais savoir le groupe Tool, je ne connais pas. Oui, ben en fait, le groupe Tool, c'est un band qui s'est formé en 91 à Los Angeles. C'est un band qui est formé de 4 membres, soit le chanteur qui est Mayan James Keenan, Paul D'Amour, le bassiste, Dana Keevey, le batteur, et Adam Jones, qui est le guitariste. Le band a sorti 4 albums complets. Ça, c'est le 4e des 4 qui est sorti en 2006. Ils n'en sortent pas beaucoup, mais ils sont tout le temps bons, par exemple. Excellent, d'accord. Donc, peux-tu nous parler un petit peu plus de cette pochette-là particulièrement? Oui, bien c'est ça. En fait, ce qui est particulier avec cette pochette-là, c'est vraiment la confection du CD, de la pochette en tant que telle, qui est comme vraiment différente de ce qu'on voit d'habitude. Comme on peut voir, il y a des belles petites lunettes. On peut se mettre ses yeux comme ça. Et à l'intérieur, il y a des images comme doublées, qui est la même image. Et quand on met les lunettes comme ça fait un effet de 3D, ce qui rajoute un intérêt à l'écoute du CD, ce qui est vraiment cool. C'est intéressant. Donc, en fait, c'est plus ça qui la différencie des autres pochettes. Oui, totalement. Comparé à ce qu'on voit d'habitude, qui est une pochette traditionnelle avec une image dessus, puis souvent des graphiques, quoi que ce soit beau, c'est souvent banal dans l'originalité de la chose. Tu sais. D'accord. Puis, est-ce qu'on a quand même les paroles dans la pochette ou malheureusement, juste les... non, malheureusement non. De toute façon, c'est pas un groupe qui a beaucoup de paroles dans leurs chansons. Okay. C'est souvent des chansons qui durent 14 minutes et avec pas beaucoup de paroles. C'est bon. Puis pourquoi aujourd'hui nous avoir présenté cet objet-là? Parce que je trouve ça vraiment intéressant quand un groupe ne s'intéresse pas juste à la musique qu'il fait quand qu'ils nous offre un CD, il s'intéresse aussi à l'aspect visuel, à l'aspect créatif de la chose quand on va l'avoir dans nos mains. Ce qui rajoute vraiment un intérêt à l'écoute, comme je disais tantôt, puis au plaisir de déguster de la bonne musique. D'accord. Puis, comme tu as dit tantôt, c'est le dernier album, mais est-ce que les autres ont la même tendance ou si vraiment il y a les autres CD, ils ont quand même des petites particularités comme des effets 3D au niveau de la pochette, mais vraiment pas autant que cette pochette totalement différente de ce qu'on voit d'habitude. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de CD et c'est la seule qui a une différence marquée comme ça. OK. Est-ce que ça l'a influencé l'achat du CD ou si... Je l'aurais acheté même s'il a arrêté comme ça parce que c'est un de mes groupes préférés, mais c'est sûr que pour quelqu'un qui ne trippe pas, ça peut rajouter quelque chose. OK. Puis, à part de ça, là, je vois quand même... c'est intéressant. C'est quoi les images qu'il y a à l'intérieur? Puis c'est quoi le design? À l'intérieur, il y a des images, j'imagine des graphiques qu'eux-mêmes ont faites et aussi des photos des membres du groupe. Ah, ça c'est intéressant. Comme chaque membre a sa belle petite photo. Là, si on peut regarder tranquillement pas quelque part. Un autre ici, c'est qui est le chanteur. Okay, c'est bon. Bien, merci beaucoup, Alex. C'était très intéressant. Donc, merci à vous d'avoir été là. Ne manquez pas tout de suite après, en fait, la nouvelle édition de l'Atelier Vision encore. Donc, on reçoit Thomas Clyde qui nous parlera de souliers de danse bien particuliers. Merci encore et à la prochaine.
Bonjour, bienvenue à la télévision édition 2012. Mon nom est Alex Gagnon et aujourd'hui à cette nouvelle émission, je vous présente notre chroniqueur danse Thomas Clyde qui va nous parler de souliers de danse de style swing. Vos préférés, je crois, Thomas. Oui, c'est en fait, rendu à ce point-ci, sont mes souliers deuxièmes préférés, mais c'est ceux que j'ai utilisés pour le plus longtemps. C'est du soulier de danse fait spécifiquement pour le Lindy Hop ou n'importe quel, la plupart des styles de danse qui sont reliés à la famille de danse swing. Ils sont majoritairement utilisés par les gens qui dansent le Lindy Hop. C'est là où c'est le plus populaire. Dans le monde du Lindy Hop, tu dis Harris Allen, puis ces souliers, c'est la première chose qui vient en tête. Mais ils sont aussi utilisés pour le Charleston, le blues, le Balboa. Et il y a certains avant-gardistes qui vont l'utiliser pour le West Coast Swing aussi. Mais principalement, c'est le Lindy Hop. Cool. Est-ce qu'ils ont un nom particulier, les souliers? Oui, en fait, ce modèle-ci sont les Harris Allen The White Capto. Bien sûr, White, ils sont blancs, puis Capto, c'est pour représenter le fait qu'ils ont la forme, le modèle, le style dans la forme du soulier, c'est comme un Capto, comme un vrai soulier habillé. Oui, c'est là d'où vient le nom. Puis Harris Allen, j'imagine, c'est les fabricants? Oui, Harris Allen, c'est la compagnie qui fabrique les souliers. Les souliers sont fabriqués par Harris Allen, mais sont vendus à travers la compagnie dancestore.com, qui est une compagnie qui a été fondée en, je crois, 1999, sinon 18. Et ouais, c'est ça. C'est quoi les avantages de ce soulier-là par rapport aux autres? Les avantages de ce soulier, bien, premièrement, il y a un talon très rigide qui va faire certain que, en faisant des acrobaties, disons dans le Lindy Hop, tu ne risques pas de te fouler la cheville si tu es dans les airs et tu tombes, ou si tu es en train de glisser, ou si tu fais des mouvements très brusques ou très rapides. Ça aide à garder ton talon droit et pas en place. Et puis, les trous qui sont ici, le long du soulier, permettent aux danseurs, permettent aux pieds de mieux respirer pour qu'il y ait moins de sueur et d'humidité qui s'accumulent dans le soulier. Donc, ici aussi, ça aide avec l'odeur à cause si c'est tout bien fermé et bien isolé, comme des maisons d'hiver. Ça sentirait le swing. Ouais, ça sentirait le swing. C'est une manière de dire ça. J'imagine qu'il y a des inconvénients aussi aux souliers. Oui, il y en a. Les deux plus gros inconvénients, je dirais, c'est qu'au tout début, quand ils sont moins cassés, disons, ou moins utilisés, quand c'est tout neuf, le talon est encore très fort et ça peut frotter un peu contre la peau et causer des égratignures. Et puis aussi, le talon de bois peut faire beaucoup de bois si tu marches sur une surface dure comme un plancher de bois ou du granit. Donc, ça peut être un petit peu bizarre quand tu rentres dans une chambre de bois et que c'est silencieux. Mais autre que ça, c'est un très bon soulier de danse. Parfait. Est-ce que j'imagine, s'ils sont bons, ça va coûter un peu cher? Oui, en fait, ceux-ci m'ont coûté, je crois que je les ai eus en vente pour 80 ou 100 mais ça peut aller n'importe où de 80 à 200, 300 pour des extrêmement bons souliers. Ah, intéressant. J'imagine que ça coûte cher, ça va être du bon matériel. Oui, absolument. Le soulier est fait entièrement à la main, ce qui est une chose que la compagnie adore dire. Puis moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est super. C'est de la très bonne main-d'œuvre. Le bas du soulier, je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra, mais c'est tout fait avec, c'est tout ficelé, le sole, la semelle. Et la semelle est faite de cuir dur pour nous permettre de très bien glisser sur un plancher de danse. Fait que merci Thomas de nous avoir présenté vos souliers. C'est tout pour nous en ce qui nous concerne. Merci à Thomas Clyde. En mon nom, au nom de toute notre équipe, je vous souhaite une belle soirée. Et ne manquez pas le prochain épisode avec Benjamin qui va nous présenter sa caméra vidéo DSLR. Merci, bonne journée.
commence bientôt. Bonjour et bienvenue à la télévision édition 2012 ici à la Cité collégiale. Aujourd'hui, je reçois un de mes très chers collègues qui va nous parler de sa caméra DSLR. J'ai le grand plaisir de recevoir sur le plateau avec nous aujourd'hui M. Benjamin Desrosiers. Benjamin, comment allez-vous? Ça va bien, vous, Thomas? Super, merci. Donc, qu'est-ce que nous présente comme caméra exactement aujourd'hui? Bien, j'en ai un appareil DSLR. C'est un appareil photo, quand même de très bonne qualité, qui a des capacités de filmer en plus. Super, d'accord. Et ce type d'appareil, apparemment, devient de plus en plus populaire. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi? Beaucoup de cinéastes amateurs vont utiliser DSLR. C'est devenu populaire depuis qu'ils ont sorti les versions pour filmer. À la base, c'est un appareil photo normal comme n'importe quel autre. Puis, depuis qu'ils ont sorti celle pour filmer, l'avantage d'avoir un appareil photo, c'est la profondeur de champ, les lentilles qui s'interchangent. Tu peux mettre une lentille plus large, vraiment plus zoomée, ou avec une profondeur de champ vraiment mince ou très large. La variété, pour le prix, comparé à une caméra cinéma, c'est vraiment incroyable. Donc, vous, est-ce que vous êtes cinéaste amateur? Je me considère pas vraiment comme un cinéaste. Je me donne pas un titre tout de suite. D'accord. Je fais des vidéos pour le plaisir. OK. J'ai fait quelques contrats, pas vraiment payants. Je cherche pas des prix de fou, faire des gros contrats. Des contrats vraiment pour le fun, pour aider les gens. J'ai fait des vidéos un peu corporatives pour une école. J'ai même fait un lip dub, qui est une séquence continue de A à Z, tout le long sans arrêt. Beaucoup de synchronisation à voir là-dedans. Bien, c'est super, même si tu ne te fais pas payer, c'est de la super expérience. Et est-ce que tu pourrais voir ce type de caméra utilisé dans le grand écran? Bien, tout récemment, le film The Avengers. Les scènes qui ont filmé avec beaucoup d'action. Oui. Ce qu'on aime, action, plein de plans de vue. Si on a plusieurs plans, souvent ça veut dire qu'il faut recommencer pour déplacer les caméras. Ce qu'ils ont fait, ils ont loué plusieurs DSLR. Quand même une qualité très cinéma, à un budget bas. Fait ils ont loué ça. Tu peux les louer à Montréal pour 60 $ une fin de semaine avec une lentille. Super. Pour le prix, ils en ont mis un petit peu partout. Scène d'action, la qualité est bonne, 16:9, 1080p. Hey, ça marche. Ça marche, ça. All right. Et quel modèle nous as-tu amené aujourd'hui et quels sont ses avantages face à d'autres appareils? J'ai amené la 60D. C'est un appareil qui se situe entre l'amateur et le professionnel. Canon ont fait le modèle T4i, vraiment amateur, un budget très raisonnable pour quelqu'un qui veut commencer. Et ils ont fait le 7D, qui est dans le professionnel débutant, si on veut. C'est quand même une caméra à presque 2000 $. Puis depuis 2 ans, ils ont sorti le modèle intermédiaire, si on veut, le 60D. Vraiment, le range entre les deux. Boîtier en plastique, encore, il n'est pas en magnésium comme les professionnels. Mais vous avez tout l'ajustement d'un DSLR professionnel. De plus, ce modèle-là, on a un écran qui pivote sur le côté. C'est nice. Comme ça, plan de vue du haut. Oui. Quand on est dans une foule, on peut la prendre de haut, voir vraiment, ou au contraire, en contre-plongée. Vraiment vers le bas, l'écran vers vous. Vous pouvez voir vraiment ce que vous faites de peu importe l'angle. Ça, c'est nice. Et vous avez cette caméra depuis combien de temps? Ça fait 2 ans que j'ai acheté ça. 2 ans? À vrai dire, j'ai économisé de l'argent en but pour m'acheter un permis de conduire et une voiture. Dès que j'ai vu la caméra en spécial, le permis de conduire, il est parti. Juste comme ça? Oui, j'ai acheté ça 2 ans sortant du secondaire. Je m'en étudiais en multimédia. Je me suis dit qu'une caméra serait très bien. J'ai découvert une passion aussi pour les appareils DSLR puis sa qualité et tous les accessoires qu'on peut mettre dessus. Super, bien, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau aujourd'hui. C'est vraiment une caméra très intéressante. Moi, j'adore en avoir une. Mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Au retour de la pause, on va recevoir Mme Ariane Barmin qui nous parlera de son ukulélé. Ça ne sera à ne pas manquer. Soyez-y.
Bonjour et bienvenue à l'Atelier Vision. Mon nom est Benjamin Desrosiers. Aujourd'hui, je suis avec Ariane Barbin qui vient de nous parler d'un instrument qu'on voit souvent dans des films plutôt hawaïens, dans des thématiques du genre. Je parle bien du ukulélé. Bonjour Ariane. Mais bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui. Décris-nous ce que tu nous as emmené aujourd'hui. Eh bien, ceci, c'est un instrument de musique qui s'appelle la ukulele, du format LU21P qui vient de la compagnie Lankai, qui est une vraiment bonne compagnie pour les ukulélés débutants, ben, pour le monde qui veut apprendre la ukulélé. Tu sais, c'est pas trop difficile ou dispendieux aussi. Donc, ben, c'est ça, je l'ai emporté. Côté matériaux, c'est fait en quoi un ukulélé? Bien, dépendant de sa qualité, la ukulélé, c'est plutôt fait en bois, mais ça peut être beaucoup de différentes sortes de bois. Puis les cordes sont faites en nylon. C'est ça. Je vois que la forme n'est pas traditionnelle. Du ukulélé de base, que je me rappelle, c'est vraiment une forme de guitare rapetissée. Oui. Celui-là, il est... Ben, comme le nom le dit, c'est LU21P. Donc, c'est plutôt en forme de... Ben, pas de forme traditionnelle. À cause de le P veut dire pineapple. OK. Puis les selles habituelles, tu as raison, c'est fait plus en guitare. Mais à part de sa forme, tu sais, c'est la seule différence. Ça sonne pareil comme une ukulélé habituelle. Est-ce qu'il y a des grandeurs du ukulélé? C'est une petite guitare, on s'entend, mais est-ce qu'il y en a des plus grands, plus petits? Ben, la ukulélé ici, c'est la celle qui est classique, la plus populaire. Ensuite, on a la soprano, la concert et baryton, qui varient tous en grosseur, puis ils ont aussi, il peut avoir plus de cordes aussi. OK. Mais avec la grosseur, le son, il change aussi, donc il devient plus profond, plus plein. Puis, est-ce que c'est comme une guitare classique, que la première corde du haut, c'est la plus basse, la plus en bas, c'est la plus aiguë? Non, c'est vraiment différent que les guitares acoustiques. Les guitares, ben, c'est en ordre. Oui. Mais celui-ci, ça va plus bas, ça va plus haut, le moyen, puis là, l'encore plus Super bas, léger. l'encore plus haut, je veux dire. So, c'est pas en ordre, c'est juste chevauché, on pourrait dire. C'est un peu mélangé. Ouais, c'est mélangé, mais ça fait un beau son. So, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous avez ce ukulélé? Elle m'a été donnée à Noël passé par ma mère. Ça fait vraiment pas longtemps. Mais vu que c'est un instrument, tu sais, il y a juste 4 cordes, c'est pas trop dur. C'est vraiment petit, c'est pas trop dur à apprendre. Donc, tu sais, tu peux l'apprendre ça vraiment, vraiment facilement. T'as appris ça où, toi? À Internet, des cours, des amis? Ben, l'Internet plutôt, là. Tu sais, j'avais un petit livre là, qui disait comme, tu sais, les mineurs, puis les C, puis toutes les différentes choses que tu peux faire. Puis là, tu sais, j'avais mon petit livre, là, j'allais sur Internet, puis je checkais des chansons, là, c'était quoi les tabs, puis là, ben, je me pratiquais. Tu sais, c'était pas trop bon au commencement, là, mais... On a toute une base à quelque part. Ouais, c'est ça, la ukulélé, c'est ma base. Bon. Les chansons que vous jouez, vous en jouez beaucoup ou... Ben, les chansons, tu sais, tu peux jouer vraiment n'importe quoi. Les tabs pour les ukulélés, tu sais, sont un peu plus rares. Donc, moi, j'utilise les sets de guitare, ça fait vraiment la même chose. Mais tu peux jouer n'importe quoi, Quand vraiment. vous dites les tabs, c'est quoi? Les tabs, c'est genre, qu'est-ce qui dit quelle note faire à quel moment dans la chanson. OK, où placer les doigts Ouais, tout le long, c'est le ça. rythme à garder. Bon. Côté de la construction, c'est comme divisé en 2 pièces. C'est quand même distinct, là. Ouais, ben c'est pas trop dur, là, tu sais, t'as la manche, puis c'est là de vous que tu fais toutes tes choses de doigts, là, tu sais. Puis là, ici, ben, t'as son corps, puis c'est là de vous que tu joues. Mais avec les ukulélés, tu sais, les guitares, tu joues dans le milieu. Mais ici, tu vas jouer plus au haut de... Près du manche. Près du manche, ouais. Pour, ça fait un meilleur son, vraiment. OK. Ouais, c'est ça. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. triste. J'espère que vous avez aimé l'émission d'Ariane et son ukulélé. On se voit la semaine prochaine avec Alex Bélanger qui vient nous parler de son skate ou planche à roulettes. Merci. Oui, c'était beau, hein? Tu demandais C'est super bien. aucunement les questions.
Bonjour et bienvenue à une autre émission de la télévision édition 2012. Me voici Ariane Barbin en direct de la Cité collégiale. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Alex Bélanger qui va nous parler de sa skateboard ou planche à roulettes. Donc, bonjour Alex. Bonjour Ariane. Comment ça va aujourd'hui? Ah, très bien, et vous? Ça va bien, merci. Donc, pourrais-tu nous parler de ton objet en particulier, s'il vous plaît? Bien sûr. Ça, c'est une planche à roulettes dans bon français, mais c'est plus connu sous le nom d'un skateboard. Ce skateboard-ci, c'est de la compagnie Element, qui est, tu peux voir ici, qui est une compagnie qui existe depuis les années 90. Ouais, ça fait un bon bout, ça existe. Ouais, ça fait assez longtemps. Ils sont donné un bon nom dessus. Ouais. Ouais. La chose avec cette planche-ci, c'est un petit peu plus large qu'une planche normale, donc ça casse moins facilement. Puis toutes les planches sont épaisses de même? Ben, ou ça c'est dépend qu'est-ce que tu veux. Différentes sortes, tu peux l'avoir. À cause de plus épaisse c'est, le plus il y a du poids qui affecte nos trucs, qui est comme le montant d'air qu'on peut avoir avec nos trucs, tout ça. OK. Mais ça casse plus facilement. Donc, c'est. Ça dépend dépend, qu'est-ce que tu ouais, veux, c'est là. ça. Ouais. OK. So, toi, t'aimes plus les skateboards qui sont épaisses? Ça va mieux pour faire les trucs, les Ouais, sections ben épaisses? aussi, j'ai pas tellement d'argent, donc je vais pas acheter des nouveaux planches à chaque Ouais. semaine. Là. Ouais, c'est sûr. Ben ouais. Et aussi, ici, j'ai mes Tensor Magnesium Truck. Puis ça veut Ouais. dire C'est une marque exactement. anglophone, c'est ça. Ben, qu'est-ce qui est particulier avec ces trucks ici? C'est fait partir avec le magnésium, qui est du métal qui est très léger. OK. Donc, ces trucks ici, ils pèsent à peu près 25% moins que des trucks normales. Donc, ça aide à compenser pour le fait que le plancher est encore plus gros. Ça, c'est quelle sorte de trucs que tu peux faire sur les skateboards? Il y en a plusieurs. Ben, il y a les faciles comme des ollies, des kickflips, des heelflips, des affaires comme ça. C'est quoi exactement? OK. Ben, je vais commencer avec le plus ça. facile des trucs, le plus que tout le monde connaît, qui est un ollie. Puis qu'est-ce qui arrive? OK. Tu portes la skate en arrière et tu pointes dans les airs comme ça. OK, c'est comme un saut? Ouais, OK. exactement. OK. Ça, c'est le truc de base en arrière de tous OK. les trucs. Et Wow. sans ce truc-là, tu peux vraiment rien faire. Puis il y a différentes sortes de skateboards ou c'est juste un type, c'est tout? Oh non, il y en a plusieurs sortes. Les trois plus utilisés en ce moment seraient, ben, premièrement, un skateboard de rue, qui est comme celle-là que nous avons ici, OK. qui est bon à juste promener dessus, mais aussi à faire des trucs. Mais c'est plus vraiment pour faire des trucs. OK. Il y a des longboards, OK. qui est, imaginez ce planche ici, mais à peu près ça large, non, même plus que ça. C'est un gros board, ça a genre l'air d'un planche pour le surfing, je pourrais dire. Et c'est vraiment juste pour aller alentour vraiment vite et c'est beaucoup de fun. C'est-tu une grosse différence entre les boards? Comme c'est-tu le même Ah, balance? c'est complètement différent. Ça pèse tellement plus un longboard et il n'y a pas vraiment de pop ou de concave. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu es capable de faire des trucs. OK. Ouais, mais tu peux quand même faire certains trucs, mais ils sont vraiment différents de ces skateboards ici. OK. Ouais. Puis toi, ça fait combien longtemps que tu fais ça de la skateboard? Ben, la skateboard, ça fait des années, il faut que j'avoue. Ouais. Depuis, j'avais peut-être 11-12 ans à peu près. Ça fait proche de 6 ans, 7 ans. Là, à peu Puis près. t'aimes ça? Tu vas pas arrêter? Ah non, je vais être, tu sais, ces vieux qui sont tous fous, là, Ouais, ça va c'est être ça. moi à 60 ans, OK, je ben, continue. Donc, ben merci, tu sais, c'est tout pour aujourd'hui. On va vous revoir la semaine prochaine pour une autre édition de la télévision, édition 2012. Cette fois-ci, nous allons rencontrer Marie-Michel Paquin qui va nous parler du saxophone. Donc, passez une bonne soirée et ne manquez pas cette émission.
bonsoir, madame et messieurs. Bienvenue à la télévision. Comme toujours, je suis votre animateur, Alex Bélanger. Et à ce soir, nous avons une émission très chargée. Nous recevons Marie-Michel Panquin qui nous présente sa saxophone. Donc, bonjour Marie-Michel. Bonjour Alex. Donc, pour ceux qui ne savent pas exactement, c'est quoi un saxophone? C'est un instrument avant de la famille des bois. Bien qu'il soit en métal, c'est la famille des bois à cause de comment le son se fait, dans le fond. C'est avec le son du saxophone, à la base, c'est le petit bout de bois ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais sur l'embouchure, il y a, dans le fond, c'est rajouté un morceau de bois. Puis c'est la vibration de ça qui fait le son du saxophone. Ah, ben, je demandais toujours pourquoi c'était considéré un instrument de bois quand c'est clairement fait de métal. Mais là. c'est juste à cause de la formation du son, dans le fond. Ouais, quand j'étais jeune, je pensais que mon prof faisait des trucs sur moi disant ça. Là. Non, c'est vraiment... c'est vraiment ça que c'est. Ah, c'est beau. Comment longtemps est-ce que tu joues le saxophone? Moi, cette année, c'est ma 6e année que je peux dire que je joue du saxophone. C'est une passion. Ah, ben ça, c'est bien le fun. Donc, ça, c'est un saxophone alto, tu m'as dit tout à l'heure, c'est vrai? Il y en a combien de saxophones en tout? Mon Dieu, il y a près de 20 types de saxophones. 20 types? Sauf que pour les gens, pour nous, il y en a 7. Les plus populaires, le sax alto, le sax ténor, puis il y a beaucoup de gens qui connaissent le sax baryton aussi, qui m'arrive environ ici, si on veut figurer la grosseur. Là. Ah, c'est la grosse saxophone. Oui, c'est le plus gros que vous pouvez voir dans les spectacles à la télé. OK. Et donc, le fait qu'il y en a des différentes sortes de saxophones, est-ce que ça veut dire que c'est pour des différentes sortes de musique? Ou... Pas nécessairement. On peut intégrer autant le sax alto que le sax baryton à du classique, à du pop, à du rock, à du jazz, peu importe. C'est un instrument assez versatile qui fit qu'on peut rajouter dans toutes les bandes, peu importe. Il cadre bien avec les autres instruments. Il faut que j'avoue, chaque fois que j'entends un saxophone qui joue, ça fait un petit peu mieux. Oui, c'est juste un petit... Une petite touch, tu pourrais dire. Ouais. Donc, personnellement, qu'est-ce que toi tu préfères jouer avec le saxophone? Quel genre de musique? Ben moi, j'ai commencé à jouer dans les harmonies. Fait que j'aime bien le style classique, mais quand je veux avoir vraiment du fun, puis comme dans le fond, on veut faire du bien avec mon instrument, c'est du pop rock. Ah ouais? Ouais, rock, pop rock, c'est... OK, bien c'est fun, ça. Oui, on peut rajouter un peu de notes un peu partout dans les chansons, même qu'il n'y a pas de saxophone, puis c'est intéressant. Non, mais c'est bien le fun, ça. Donc, tu as dit que tu jouais dans une harmonie. Oui. Comment longtemps tu joues dans l'harmonie? Ben, j'ai commencé en jouant dans une harmonie dans le fond, j'ai fait la concentration musique au secondaire, puis c'est là que j'ai découvert mon instrument. J'avais commencé à jouer du piano avant ça, mais c'est là que j'ai découvert la passion de mon instrument, puis de vivre avec une harmonie, puis de travailler en équipe. Hein. OK. So, tu pourrais dire que c'était comme un début d'un era? Oui. Ah, bien, c'est parfait. Et vraiment vite, tu joues seulement sax alto? Non, sax alto, un petit peu de sax ténor, puis sax baryton. C'est un petit peu de tout, là, t'aimes? Oui, bien, dans le fond, comme ce qui est des doigtés puis de la base de l'instrument, c'est toute la même chose. Okay. Quand tu sais jouer d'un, tu sais jouer tous les autres. Ah, bien, c'est parfait. Bien, merci Marie-Michel d'avoir venu ce soir. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour l'émission La télévision. Comme toujours, je suis votre animateur Alex Bélanger. Et s'il vous plaît, nous joindre la semaine prochaine. Comme invité, j'ai Sabrina Metta qui nous présente son Milli Vélo. S'il vous plaît, nous rejoindre.